Exit Voice Loyalty and Apathy, les réactions individuelles au mécontentement, par Guy Bajois. Le travail présenté ici a pour but d'explorer une hypothèse dont l'idée m'est venue en lisant les œuvres des auteurs utilitaristes que sont notamment R. Boudon, M. Oison, A. Overschall et plus particulièrement A. Hirschman. Voici l'hypothèse. Il serait plus fécond pour l'explication sociologique de distinguer 4 formes de réaction individuelle au mécontentement plutôt que les 3 que propose Albert Hirschman aux 3 formes bien connues qu'il analyse. Exit ou défection, voice ou protestation, loyalty ou fidélité. Je propose d'en ajouter une 4e qui me paraît au moins aussi répandue, l'apathie. Les 3 concepts proposés par l'auteur, qu'il tire en économiste de l'observation des conduites des consommateurs mécontents, de biens et de services, ont manifestement pour lui une portée plus générale. L'ouvrage d'Albert Hirschman vise d'ailleurs à montrer leur applicabilité aux conduites sociales et politiques à en juger par les multiples exemples qu'il prend. Pour illustrer mon hypothèse, je commencerai moi aussi par 2 exemples. Lorsqu'il est entré au service de telle organisation, M. X en partageait pleinement les objectifs et se réjouissait d'apporter à leur réalisation sa contribution enthousiaste. Cependant, les contraintes de l'autorité n'ont pas tardé à se faire sentir et à limiter ses initiatives. Mécontent, mais néanmoins confiant dans l'expérience de ses dirigeants, M. X se soumet de bonne grâce à leur autorité sans perdre son attachement aux finalités de l'organisation. Il était loyal. Avec le temps, M. X a pris de l'assurance et convaincu d'avoir raison, il s'est permis de critiquer la direction et de suggérer des modifications. Il est passé à la protestation. Ses efforts pour améliorer l'organisation de l'intérieur furent mal accueillis. Ses initiatives, comme sa protestation, lui paraissent inutiles, voire dangereuses, pour son avenir. M. X envisagea de s'en aller. Il voulait faire défection. Mais il avait 40 ans déjà, des charges de famille, un salaire convenable et une maison qu'il venait d'acheter, près de son lieu de travail. Alors M. X s'est résigné. Il n'a plus confiance ni dans l'organisation, ni dans ses dirigeants. Il sait qu'il est inutile de protester et il n'ose pas prendre le risque de s'en aller. Donc, il reste. Il fait son boulot. Juste ce qu'il faut, tout en profitant le plus possible des avantages de son statut. Quand Madame Y a épousé M. X, elle en était très éprise. Les défauts de son mari lui sont apparus peu à peu dans la vie quotidienne. Elle était déçue mais gardait sa confiance en l'homme qu'elle aimait et prenait patience. Elle était loyale. En l'absence d'une amélioration sensible, Madame X a passé des doux reproches aux scènes de ménage régulières, dont à la protestation. Faute de résultats tangibles, après quelques années, elle envisageait de se séparer de cet homme décidément insupportable. Elle voulait faire défection. Mais elle avait des enfants, une maison, un milieu social, de l'argent et de la sécurité et même un amant. Elle est restée résignée. Pour Albert Hirschman, tout ce qui n'est ni exit ni voice relève nécessairement de loyalty. Il m'est difficile d'admettre qu'à la fin de leur trajectoire aussi banale que courante, M. X puisse encore être considéré comme loyal et Madame Y comme fidèle. Leur conduite face au mécontentement dénote plutôt une forme de résignation que, faute d'un terme plus adéquat, je propose d'appeler apathie. L'idée générale que je vais essayer de préciser peut être exprimée par le schéma ci-dessous. Face au mécontentement, un individu peut envisager de partir, exit, ou de rester. S'il reste, de protester, voice, ou de se taire. S'il se tait, de participer activement à la relation ou d'y participer passivement. Je voudrais montrer ici non seulement que l'apathie joue un rôle implicite, mais essentiel dans le raisonnement de Albert Hirschman, mais aussi que cette réaction au mécontentement est structurellement liée aux 3 autres et qu'elle est certainement aussi répandue. Le paradigme. Comme Albert Hirschman, nous nous situons ici dans la logique du paradigme utilitariste. Chaque individu pèse, calcule, évalue les avantages, gains et les inconvénients, coûts, de ses conduites et choisit la plus intéressante, gratifiante, facile, efficace, pour lui, étant donné l'idée qu'il se fait de son intérêt personnel.
La fécondité de ce paradigme qui suppose des individus rationnels n'est plus à démontrer. Cependant, bien qu'il soit fécond, il n'en reste pas moins critiquable, à maints égards, et soulève plusieurs questions importantes, que nous aborderons à la fin de ce travail. Contentons-nous pour l'instant d'essayer de définir d'un point de vue utilitariste les notions dont nous aurons besoin pour avancer dans notre analyse. Le mécontentement peut être considéré comme un état d'insatisfaction dont l'origine est sociale, c'est-à-dire qu'elle résulte de la pratique des relations sociales par des individus situés dans un système d'interaction. Un marché, une organisation, une famille, un syndicat, un parti. L'insatisfaction peut être interprétée comme le résultat d'une augmentation des coûts et ou une réduction des gains de la participation d'un individu à ce système d'interaction. On suppose que tout individu insatisfait cherche à rétablir une balance gain-coût qui lui paraît acceptable et que, à cette fin, il choisit parmi les diverses réactions possibles, celle qui lui semble la plus adéquate étant donné l'idée qu'il se fait des effets probables de chacune d'entre elles. Ainsi, s'il choisit par exemple l'apathie, c'est parce qu'il pense que les trois autres réactions risquent de lui coûter plus et de lui rapporter moins, étant donné sa position actuelle dans la relation sociale au sein du système d'interaction. Dans cette perspective, l'intérêt de tout individu est de disposer d'une balance gain-coût qui lui paraisse satisfaisante à un moment donné. Dans un système d'interaction quelconque, sur les deux plateaux de sa balance, l'individu place de multiples articles, auxquels il accorde un certain poids. Dans le temps, certains articles disparaissent, d'autres apparaissent, certains deviennent plus lourds, d'autres plus légers. Ainsi, par exemple, continuer à prendre des initiatives malgré le peu de cas qu'en font les dirigeants est une conduite qui peut procurer à M. X du plaisir, gain, mais aussi être une source de déception, coût. Avec le temps, il se peut que ce plaisir s'amenuise tandis que la déception se renforce. Il cessera alors d'avoir un intérêt à prendre des initiatives. Une conduite est rationnelle lorsque l'individu suit son intérêt, c'est-à-dire obéit à sa balance. Même si ce faisant, il s'expose à des coûts qu'il n'avait pas prévus et qui risquent de détruire la relation source de ses gains. Toute question bien entendu sera appliquée. Pourquoi tel individu met tels articles sur tel plateau de leur balance et leur accorde tel poids à tel moment? Je ne suis pas sûr que le paradigme utilitariste soit suffisant pour y répondre. Les trois notions de Albert Hirschman. Les deux premières nous paraissent assez claires. La défection, c'est une réaction de fuite. L'individu sort du système d'interaction, rompt la relation sociale, cesse de coopérer, se soustrait à l'autorité, au pouvoir qu'il exerce ou qu'il subit. La protestation est la réaction inverse. L'individu reste mais il cherche à réduire ou à supprimer son mécontentement en essayant de changer le système d'interaction de l'intérieur. Il continue de coopérer, mais il rentre en conflit, plus ou moins ouvert, pour établir la balance gain-coût. La notion de loyauté est beaucoup moins claire chez Hirschman. Le loyaliste est celui qui hésite à quitter l'organisation à laquelle il appartient, même s'il est en désaccord avec elle. De cette définition et de l'usage qu'il en fait, dans de nombreux exemples qu'il cite, on peut conclure que Albert Hirschman considère comme fidèles tous ceux qui ne désertent pas. Parmi les fidèles, on peut donc ranger ceux qui protestent aussi bien que ceux qui se taisent, quelles que soient les raisons du silence de ces derniers. Cette notion de fidélité comporte, me semble-t-il, deux faiblesses importantes. La première est d'ordre méthodologique. Il eût été préférable de construire trois catégories exclusives les unes des autres, et donc de désigner par des notions différentes les fidèles qui protestent et ceux qui n'en font rien. Ainsi, la fidélité devient une réaction différente de la protestation. C'est l'attitude de confiance des membres qui consiste à patienter et à supporter le mécontentement. Convaincus que les dirigeants en sont conscients, qu'ils font ce qu'ils peuvent et ne tarderont pas à trouver une solution. La fidélité suppose de la confiance. La seconde faiblesse est d'ordre théorique. Albert Hirschman ne s'interroge pas explicitement sur les raisons qui poussent les membres à rester fidèles.
Or, il est évident que si les uns sont fidèles par conviction, par attachement au système d'interaction, à ses dirigeants, à ses objectifs, les autres ne désertent ni ne protestent que par un mélange de résignation, de passivité, de repli sur soi, que j'appelle apathie. Seuls les premiers, à mon avis, peuvent véritablement être appelés fidèles. Ce qui précède nous amène à rapprocher, et peut-être même à intégrer, les points de vue de Albert Hirschman et de M. Moll Olson. En effet, ces membres d'organisations diverses qui, sachant que les bénéfices de l'action collective leur reviendront, quoi qu'ils fassent, décident de laisser les autres prendre les risques, sont bien des apathiques. Les membres que les organisations doivent se forcer d'adhérer à leurs activités, ces membres que les organisations doivent forcer d'adhérer à leur activité ou qu'il leur faut attirer en leur offrant des stimulants sélectifs individuels ne sont ni loyaux envers le groupe, ni déserteurs puisqu'ils restent membres, ni protestataires. Ils ne sont ni assez convaincus par les finalités de l'action du groupe pour être loyaux, ni assez audacieux pour s'en aller, ni assez solidaires pour courir le risque de protester. Ils sont apathiques. La notion de loyauté revêt donc chez Hirschman un sens trop large, où sont mêlées les conduites différentes, que l'on a tout intérêt à distinguer. Sans doute cette confusion provient-elle de la volonté de l'auteur de généraliser, d'étendre à n'importe quelle organisation des notions qui sont surtout applicables aux acteurs économiques. La même critique pourrait d'ailleurs être faite à Mancour-Olson. En effet, le type d'attachement qui relie les individus à leur organisation est très différent dans la vie économique, où ils sont plutôt des usagers, des clients, et dans la vie sociale et politique, où ils sont véritablement des membres. La loyauté n'a pas le même sens dans les deux cas. Le client fidèle, malgré la réduction de la qualité ou la hausse des prix, du produit ou du service, est celui qui se refuse à changer ses habitudes. Le membre fidèle, malgré la ligne discutable du parti ou du syndicat, est celui qui conserve la foi dans son organisation et dans ses dirigeants. L'un est plutôt résigné, je l'appelle apathique, alors que l'autre est vraiment loyal. Le rôle implicite de l'apathie chez Albert Hirschman. Je voudrais montrer maintenant par quelques exemples que si l'apathie n'intervient pas explicitement chez Albert Hirschman, elle est néanmoins présente et souvent essentielle dans ses explications. L'auteur écrit par exemple que l'histoire connaît beaucoup plus d'exemples où la prise de parole et la défection n'existaient pratiquement ni l'une ni l'autre, sans pour autant que les hommes n'aient eu maint sujet de mécontentement ou de malheur. Sans aucun doute, comme l'ont montré quelques-uns de mes critiques, une grande partie du monde social a été plongée pendant une longue période dans la passivité, le morne assentiment, l'inaction et la résignation. Par ailleurs, pour que la défection puisse avoir pour effet de stimuler le redressement d'une organisation, il faut qu'elle ne soit ni trop faible, sinon les dirigeants ne perçoivent pas le signal, ni trop forte, sinon tous les clients auront déserté avant que les dirigeants aient eu le temps de réagir. Donc, conclut l'auteur, il vaut mieux que la clientèle soit composée d'un mélange de clients passifs et de clients vigilants. En restant les clients passifs, donne aux dirigeants le temps de réagir. C'est donc le rapport défection-apathie qui est important, et non la défection en elle-même. Il en va de même pour la protestation. Trop faible, elle n'est pas étendue. Trop forte, elle déborde les dirigeants et désorganise le parti ou le syndicat. Ici encore, un mélange de vigilance et de passivité pourrait en fait mieux servir la démocratie que l'activisme ou la passivité permanente de tous les citoyens. L'apathie modère donc les effets de la défection comme de la protestation, et ainsi donne aux dirigeants le temps de réagir. Mais il ne convient pas non plus qu'elle soit trop forte. C'est ce qui se produit quand les clients les plus vigilants désertent et ne protestent donc pas. L'organisation ne conserve alors que ses membres les plus apathiques, cas fréquents dans les services publics, écoles ou administrations, et les dirigeants ne sont guère incités à moderniser, à améliorer leur performance. D'où la tendance à la dégradation des services publics et à leur bureaucratisation. Comme le dit lui-même Hirschman, utilisant cette fois le terme apathie, comme toujours, le déploiement de la parole s'est rendu malaisé par l'apathie et la passivité des membres, mais aussi parce qu'il sera contré d'une façon insidieuse, mais pas d'autant plus efficace, et réprimé par les organisations mises en place pour fournir ces services.
L'analyse du bipartisme nous offre également un exemple intéressant. Albert Hirschman part du modèle de H-Hoteling. Lorsque deux partis se disputent la clientèle électorale, ils tendent à se rapprocher l'un de l'autre, idéologiquement et politiquement, parce qu'ils ne peuvent gagner des voix qu'en séduisant les électeurs centristes et qu'ils ne peuvent ignorer la protestation de leurs électeurs captifs. Qui ne peuvent déserter. Hirschman estime avec raison que les électeurs captifs ont néanmoins deux moyens de limiter la dérive de leur parti vers le centre. Le premier, l'abstention ou le boycott, qui combine la défection et la protestation. Défection temporaire dont le but est de protester. Le second résulte du danger de cette dérive. Il risque d'éteindre l'enthousiasme des militants, dont le parti a besoin pour convaincre les indécis. La crainte de l'apathie des électeurs et des militants captifs est donc ce qui freine plus ou moins efficacement la dérive centriste dans le bipartisme. Les rapports complexes entre la défection et la protestation font également intervenir implicitement la notion d'apathie. Ainsi, si la défection est trop facile, comme c'est le cas dans les régimes pluripartistes européens étudiés par R. Michels, la protestation est peu utilisée, ce qui pour Hirschman permet de comprendre la loi d'Ehrein de l'oligarchie. Pourtant, si les bases des partis exercent peu de contrôle sur leurs dirigeants, elles les laissent centrer le pouvoir entre leurs mains. Ce n'est pas tant parce qu'elles peuvent facilement changer de parti que parce qu'elles s'intéressent fort peu à la vie politique. Comme l'écrit Herbouton, tant que les dirigeants ne s'éloignent pas trop des intérêts de leur base, le coût de la participation de celle-ci aux activités du parti leur paraît excessif au regard des gains escomptés. Inversement, dans les régimes à parti unique, surtout si les dirigeants sont autoritaires, la défection est trop difficile, et partant, la protestation est inefficace, voire réprimée. Il ne restait donc aux membres que la loyauté. Mais, comme Hirschman l'écrit lui-même, la loyauté n'a de sens que si la défection est possible. Alors il n'y a plus que l'apathie, pour ceux que la loyauté rebute. Ces deux exemples suffisent à montrer que l'idée d'apathie est bien implicite dans les analyses de Albert Hirschman. En outre, elle est centrale chez R. Michels et M. Olson. Typologie des réactions individuelles au mécontentement. Après cette analyse critique des notions proposées par Albert Hirschman, il convient d'essayer maintenant de redéfinir les critères qui permettent de distinguer les réactions individuelles au mécontentement et d'en construire une nouvelle typologie. Ces réactions sont des moyens utilisés par les individus mécontents pour rétablir une balance gain-coût satisfaisante en agissant sur les modalités des relations sociales qu'ils pratiquent dans un système d'interaction. Or, une relation sociale est un contrat tacite ou formel, volontaire ou non, conscient ou non, qui comporte toujours une double dimension. D'une part, il s'agit d'une coopération visant une finalité plus ou moins explicite et complexe, d'autre part, c'est une forme de contrôle social, par l'autorité, le pouvoir, l'influence. Toujours réciproque, mais aussi plus ou moins inégale. Agir sur les modalités d'une relation sociale est agir sur l'une ou l'autre de ces dimensions, ou sur les deux à la fois. Les 4 réactions au mécontentement que nous cherchons à distinguer et définir ont des effets différents sur la coopération et le contrôle social. Ainsi, quelle que soit la position, dominante ou dominée, de l'acteur dans la relation, la loyauté, par le conformisme qu'elle suppose, a pour effet de conserver la coopération et de consolider le contrôle social. L'individu mécontent continue d'adhérer aux finalités de la coopération et à faire confiance au mode institué de contrôle social. S'agissant d'un dirigeant, il attend que ses subordonnés s'améliorent d'eux-mêmes. Il s'agit d'un dirigé, et il espère que ses chefs prendront l'initiative de résoudre les problèmes qui causent son mécontentement. La fidélité est une conduite de confiance. L'individu reste, se tait et continue de participer activement au système d'interaction. Inversement, la défection, qui est le contraire absolu de la loyauté, supprime à la fois la coopération et le contrôle social. Pour un dirigeant, elle s'exprime le plus souvent par la démission, pour un dirigé, par la mobilité. Dans les deux cas, la défection est une conduite de fuite. Entre ces deux conduites extrêmes et opposées, nous pouvons situer les deux autres qui ne mettent
en cause qu'une seule dimension de la relation sociale. Ainsi, la protestation met en cause le contrôle social, mais dans le but de rétablir les conditions d'une coopération plus satisfaisante. L'individu mécontent reste et essaye d'améliorer le système d'interaction de l'intérieur. Le dirigé dénonce la domination sociale, l'autorité, le pouvoir qu'il subit. Le dirigeant accepte le conflit, qui le met en question. Au contraire, l'apathie, qui est l'inverse absolu de la protestation, n'ouvre pas le conflit et ainsi contribue à reproduire le contrôle social, mais provoque une détérioration de la coopération. Dans la mesure où il n'adhère plus à la finalité de la relation, où il profite de son statut, il en fait le moins possible, où il contribue, peu ou mal, à la réalisation des objectifs, où il ne prend plus d'initiative visant à améliorer la qualité du produit de la coopération. L'individu apathique la détériore. Le croisement des deux dimensions de la relation sociale nous permet donc de formuler une typologie des réactions individuelles au mécontentement. D'après le graphique, on a coopération, qui peut être conservée ou améliorée, ou détériorée ou supprimée. Et on a le contrôle social, qui peut être consolidé ou reproduit, ou mis en cause ou supprimé. Et donc quand la coopération est conservée ou améliorée et que le contrôle social est consolidé ou reproduit, c'est la loyauté. Quand la coopération est conservée ou améliorée, mais mis en cause ou supprimée, c'est la protestation. Quand la coopération est détériorée ou supprimée, mais que le contrôle social est consolidé ou reproduit, c'est l'apathie. Quand le contrôle social est mis en cause ou supprimé, et que la coopération est détériorée ou supprimée, c'est la défection. Revenons à Hirschman, et voyons ce que nous apporte cette nouvelle typologie. Le consommateur mécontent, suite à l'augmentation des prix des biens ou des services qui lui sont fournis, ou la réduction de leur qualité, mais qui, néanmoins, continue de les acheter, est bien apathique et non loyal. Comme le souligne d'ailleurs Hirschman, sa conduite passive de client non vigilant contribue à détériorer la qualité du produit ou du service. Cas des organisations publiques. S'il cesse de les acheter, défection, le résultat est le même. Il ne signale pas aux fournisseurs son insatisfaction, mais il échappe alors à leur contrôle en cessant d'être client. Ce n'est qu'en protestant qu'il peut, tout en continuant d'acheter, être ce consommateur vigilant qui permet aux responsables d'améliorer la qualité du produit ou du service. La protestation apparaît ici comme une forme active de collaboration. Il n'est pas difficile de montrer qu'il en va de même pour l'opportuniste de Emerson, pour les lecteurs captifs de Hotelling ou pour le citoyen apathique de R. Michaels. Dans tous les cas, rester, se taire et profiter porte préjudice à la qualité du produit, de l'organisation, tandis que protester permet de l'améliorer. Il convient encore de souligner que ces 4 réactions au mécontentement peuvent se succéder dans le temps, dans n'importe quel ordre, contrairement à ce que suggèrent les exemples de MX, de Monsieur X ou de Madame Y, présentés au début de ce texte, et qu'elles peuvent aussi être combinées. Une grève est une protestation accompagnée d'une défection provisoire. De même, comme le répète fréquemment Hirschman, exit et voice peuvent parfois se renforcer et parfois s'affaiblir réciproquement. Les variables explicatives des choix. Les individus mécontents choisiront une réaction de préférence aux autres, selon les modalités de la coopération et du contrôle social qui caractérisent leurs relations sociales dans le système d'interaction, mais de quoi dépendent ces modalités? De nombreuses variables doivent être envisagées ici. Nous nous contenterons d'en énoncer quelques-unes qui interviennent dans les exemples de Albert Hirschman. Le type de besoin, donc de finalité, auquel répond le système d'interaction. La défection ou l'apathie seront plus fréquentes dans les organisations à finalité plus instrumentale. La loyauté ou la protestation dans les organisations plus idéologisées ou politisées. Le type de réaction attendue des dirigeants. Un chef autoritaire qui ne supporte pas les tièdes provoquera plutôt de la loyauté ou de la défection. Plus compréhensif et stimulera au contraire l'apathie ou la protestation. Le degré de concurrence ou au contraire de monopole favorise plutôt la défection ou la protestation. La nature de la demande, élastique ou non, relative aux biens
ou aux services fournis par l'organisation stimule plutôt la défection ou la protestation. La nature de la demande, je l'ai déjà vu. Le caractère public ou privé de l'organisation rend les dirigeants plus sensibles à la production ou à la défection. La possibilité forte ou faible d'une mobilité sociale ou géographique favorise plutôt la défection ou la protestation. Le coût de l'entrée dans le groupe, initiation sévère ou non, et le coût de la sortie du groupe modulent le rapport entre protestation et défection. Plus la défection est coûteuse, plus est grande la dose d'oppression qui peut déclencher la protestation. Mais plus celle-ci est forte et violente quand elle éclate, l'accessibilité forte ou faible des dirigeants favorise la protestation ou la défection. Ce qui nous paraît essentiel, c'est que la combinaison de ces diverses variables, dont la liste n'est certes pas exhaustive, définit les modalités des relations sociales et, partant, constitue des systèmes spécifiques d'interaction situés dans leur environnement. Ces systèmes comportent donc des limites à l'intérieur desquelles les individus opprimés sont amenés à faire des choix. Il est très fécond de s'interroger sur ces variables et sur ces limites, car elles permettent d'expliquer pourquoi les individus privilégient certaines réactions et en écartent d'autres, qui leur paraissent plus coûteuses et moins profitables. Dans la plupart des cas, en effet, ils excluent une ou plusieurs des 4 réactions à l'oppression. Envisageons quelques exemples. Système d'interaction où certains choix sont exclus. On imagine sans peine les situations dans lesquelles une ou plusieurs des 4 réactions sont nettement plus coûteuses que les autres. Ainsi, certaines organisations exercent sur leurs membres un contrôle si étroit qu'ils ne peuvent ni protester ni s'en aller. L'armée, la prison. Et il ne reste qu'à leurs membres mécontents que la loyauté. Le soldat en retirera peut-être de l'avancement, ou même de la gloire, le prisonnier une remise de peine, ou l'apathie. Inversement, on rencontre aussi des systèmes d'interaction qui ne peuvent inspirer de la loyauté à leurs membres ou qui ne peuvent tolérer leur apathie. Ainsi, de nombreux régimes politiques ont connu cette situation où la perte de légitimité des dirigeants incite les citoyens à exprimer leur mécontentement, soit en quittant le pays, exil volontaire ou forcé, soit en protestant, dissidence, soit encore, si les 2 autres solutions sont plus difficiles, ce qui est souvent le cas, en se réfugiant dans un exil intérieur, l'apathie. Tous les régimes politiques sont susceptibles de connaître de telles situations. On a vu des régimes démocratiques où les institutions parlementaires avaient perdu leur crédibilité aux yeux d'une partie importante des citoyens. L'Italie avant Mussolini, l'Allemagne de Weimar. L'échec des mouvements de protestation y a engendré une forte apathie politique qui aurait largement contribué au succès de la contre-révolution fasciste. Mais on a vu aussi des dictatures partisanes, celles des partis communistes de Hongrie, de Tchécoslovaquie, de Pologne, des dictatures militaires en Amérique latine notamment, et personnelles en Afrique par exemple. Largement discrédités, où les citoyens ne peuvent plus réagir autrement que par l'exil, l'apathie et éventuellement la protestation quand la répression restait modérée. Parfois, c'est plutôt l'apathie qui constitue le choix le plus coûteux. Ainsi, dans sa remarquable analyse des conflits, Althusser distingue les groupes ouverts et les groupes clos. Ces derniers se caractérisent par le fait qu'ils exigent de leurs membres un engagement personnel total et souvent exclusif. Le militant d'un petit parti révolutionnaire ou d'une secte religieuse n'a pas la possibilité d'être apathique. Le contrôle social intense exercé par les dirigeants et par leurs autres membres du groupe oblige chacun, s'il veut rester, à être actif. Désintéressé, altruiste. La passivité étant exclue, le mécontentement ne peut s'exprimer que par la protestation, la défection ou la loyauté. On peut même se demander si cette impossibilité d'être apathique n'est pas un facteur explicatif de la forte tendance de ces organisations à la division interne. Cas des partis de guérilla en Amérique latine par exemple. Albert Hirschman envisage implicitement une situation semblable quand il analyse la relation entre la sévérité de l'initiation, le coût de l'entrée dans le groupe et la protestation. Les groupes clos sont en effet, par définition, ceux qui imposent des conditions sévères à l'admission de leurs membres, cas des sectes puritaines analysées par Max Weber. Albert Hirschman affirme que, dans de tels groupes, il faut un degré de mécontentement plus élevé que pour la protestation et la défection. Commencent à se manifester.
Les membres restent donc loyaux plus longtemps et supportent une dose plus grande de frustration. L'auteur explique ce phénomène par le loyalisme inconscient, qui constitue un cas de dissonance cognitive ayant payé cher son entrée dans le groupe. Le membre insatisfait admet plus difficilement qu'il s'est trompé et continue plus longtemps à justifier sa décision à ses propres yeux. L'explication ne manque pas d'intérêt, mais celle de causeur me semble néanmoins plus riche. Les groupes clos exigent une implication totale de leurs membres craignant les conflits car ceux-ci prennent souvent un ton affectif et une tournure irréaliste. Dès lors, ils ont tendance à les étouffer et accumulent ainsi les tensions. Les réactions critiques, protestations et défections y commencent donc plus tard, mais elles s'y développent plus vite et plus violemment, ce que Hirschman note également mais n'explique pas. Les 4 notions que nous avons définies ci-dessus peuvent également nous aider à éclairer le problème complexe et délicat de cette forme de mécontentement qu'est la frustration relative. Celle-ci, on le sait depuis Karl Marx et A de Tocqueville, je crois que c'est Albert de Tocqueville, non ? Je ne sais plus, Tocqueville, Émile Durkheim, proviennent non de la privation absolue d'un bien, mais de sa privation relative. Elles résultent donc des variations dans les conditions d'existence qui engendrent des décalages entre les attentes des individus et les moyens dont ils disposent effectivement pour y répondre. Alexis de Tocqueville, pardon. J'ai fait une petite vérification. On sait aussi que la frustration ne débouche pas automatiquement sur la protestation. Pour que ce soit le cas, la frustration doit se produire dans certaines conditions. De nombreux acteurs psychologues sociaux et sociologues ont tenté de préciser ces conditions. Parmi beaucoup d'autres, il faut relever l'importance des apports de J.C. Davies et T. Gur et de Ika et R.L. Feyerabend, qui ont mis en évidence le rôle des variables macro-sociales, crise, dépression et reprise économique, rapport des forces en présence, instabilité politique, coercition étatique, processus de modernisation en cours. D'autres, comme L. Berkowitz et A. Bandura, ont cherché à préciser les conditions psychosociologiques du passage de la frustration à l'agression, en précisant la thèse générale formulée en 1939 par J. Dollard. Ces quelques contributions à la problématique de la frustration relative, qui n'épuisent pas le sujet, loin s'en faut, nous donnent néanmoins une idée de sa complexité et des divergences entre les auteurs. Certains, Davies et Gur, situent plutôt la frustration dans une conjoncture de détérioration ou de crainte de détérioration des conditions de vie des individus. D'autres au contraire, Feyerabend, Boudon, la situent dans des périodes d'amélioration ou d'espoir d'amélioration. De ces conditions, les uns insistent plutôt sur les variables macrosociales, d'autres sur les mécanismes microsociaux, mais sans expliciter clairement les liens entre les deux niveaux de l'analyse. Le problème serait peut-être plus facile à résoudre si dans chacune des situations, on analysait les modalités précises des relations sociales dans lesquelles les individus frustrés sont engagés. On s'apercevrait ainsi que dans toutes les situations analysées par les auteurs cités, les variations des conditions de travail peuvent inciter tantôt à la protestation, tantôt à d'autres formes de réaction, ou peuvent engendrer la protestation chez certaines catégories d'individus et non chez d'autres. Ainsi, les structures de compétition, dans une conjoncture d'amélioration des conditions de vie, provoqueront sans doute beaucoup de frustrés, mais pas nécessairement des protestataires. Si la compétition s'est déroulée sans tricherie, l'étudiant qui a échoué ou le candidat malheureux à un emploi ne pourra pas protester, et ne lui restera qu'à essayer une nouvelle fois, recommencer l'année, se représenter ailleurs, en respectant les règles du jeu, loyauté, ou bien abandonner cette compétition trop dure pour lui, pour s'engager dans une autre voie plus facile, défection. Comme l'ont remarqué beaucoup d'observateurs, aussi longtemps que les gens croient que la mobilité ascensionnelle est possible, ici et maintenant, ils se livrent à une dure concurrence entre eux, mais ne protestent pas. Il en va tout autrement lorsque la mobilité étant bloquée depuis longtemps,
L'espoir naît de l'avoir débloqué bientôt. Comme l'écrivait déjà Alexis de Tocqueville, le mal qu'on souffrait patiemment, comme inévitable, semble insupportable dès qu'on conçoit l'idée de s'y soustraire. Dans la situation inverse, celle qu'envisage J.C. Davis, il semble bien aussi que la crainte de voir se détériorer des conditions de vie incite davantage à la protestation que la détérioration elle-même. Imaginons que dans une organisation particulière ou dans un secteur donné, l'activité des canaux de mobilité ascendante se referme à cause d'une situation de crise. Ceux qui occupent une place dans cette organisation ou ce secteur risquent de perdre leur place. À cause de l'exacerbation de la compétition pour le contrôle des ressources réduites, la mobilité est donc impossible et la défection est dangereuse, ou même exclue. Chacun s'accroche à sa place, étant donné la difficulté de trouver mieux ailleurs. De leur côté, les dirigeants cherchent à rétablir la loyauté en invitant leurs membres à soutenir l'organisation dans l'épreuve momentanée qu'elle traverse, à supporter, pour un temps, les sacrifices indispensables pour sortir de la crise. L'esprit de crise ainsi créé se traduit en loyauté chez ceux qui sont idéologiquement attachés à l'organisation. Ceux qui l'instrumentalisent, chez ceux qui l'instrumentalisent, il produit l'apathie. Une telle explication permet de comprendre, par exemple, la faible compatibilité des ouvriers dans les moments de crise et l'absence de protestation chez les victimes de la crise que sont les chômeurs. Par contre, on trouve souvent des protestations préventives qui répondent à la crainte de perdre des avantages acquis. Le cas des étudiants et lycéens français face à la menace de la réforme de Vaquet en est un exemple. C'est aussi le cas dans des nombreuses grèves ponctuelles d'ouvriers menacés par la restructuration des entreprises. Le modèle que je propose ici en m'appuyant sur Albert Hirschman me paraît présenter l'avantage de faire le lien entre les variables macro et micro-sociales, coopération et contrôle social. Il s'agit de préciser les conditions dans lesquelles les mécanismes par lesquels les variables macro-sociales engendrent du mécontentement et orientent le choix fait par les individus mécontents d'une réaction de préférence aux autres. Je pense aussi que le modèle peut nous aider à clarifier la problématique si complexe de l'action collective. Ainsi, aussi longtemps que les relations sociales de classe, d'autorité, de pouvoir, d'influence restent marquées par leur dimension de coopération, les individus qui les pratiquent sont surtout des apathiques et des loyaux. Une bonne dose d'apathie est certainement nécessaire pour préserver les organisations du fanatisme qu'elles connaîtraient sans doute si tous les membres étaient loyaux. Mais si la dimension de contrôle social vient à prédominer dans une relation, apparaissent alors les protestataires et les déserteurs. Parmi les protestataires surgissent des leaders qui cherchent à entraîner les autres dans une action collective organisée. Le déroulement de celle-ci dépend des relations entre les quatre ensembles d'individus. La question est de savoir quand et comment les protestataires pourront convaincre les loyaux de cesser de l'être, tirer les apathiques de leur passivité et arrêter l'exode des déserteurs afin de mobiliser le groupe latent dans un mouvement de solidarité. Analyse d'un cas, l'homosexualité. Pour illustrer d'une manière plus concrète l'analyse que nous proposons, prenons l'exemple des réactions des homosexuels à l'oppression dont ils sont l'objet. Plus précisément, essayons d'expliquer pourquoi il y a eu en France, entre les années 76 et 80, un flux du mouvement de protestation des homosexuels. Petit a, la relation sociale et le système d'interaction. Notre premier problème est de préciser quelle est l'interaction sociale qui, par sa pratique, produit des individus socialement opprimés, rejetés, stigmatisés parce qu'ils sont homosexuels. S'il est facile d'identifier cette relation, lorsqu'il s'agit par exemple de la classe ouvrière, des étudiants, des femmes, ce n'est plus difficile lorsque l'opprimé est considéré comme un déviant et que la relation est d'exclusion sociale. Entre le criminel et son juge, entre le militant révolutionnaire et l'armée régulière, entre le terroriste et l'État, la relation ne se réduit pas à sa dimension de contrôle social. Elle est nature de la coopération. L'un détient une norme sociale qu'il considère comme légitime,
et qu'il respecte l'hétérosexualité qu'est le père, la mère, l'éducateur, l'employeur, le policier, le juge ou le voisin de l'homosexualité, détient une norme, ou le voisin de l'homosexuel détient une norme, à ses yeux légitime au nom de l'autorité que lui confère cette légitimité. Il entend faire respecter cette norme par d'autres. Par l'autre, qui, s'il refuse, subit des sanctions qui l'oppriment. Entre l'hétérosexuel et l'homosexuel, il y a bien une relation de coopération involontaire visant une fin, l'existence d'une norme que l'un affirme et que l'autre nie, de même que le bien n'est concevable que parce qu'il y a le mal. Le normal ne l'est que parce qu'il y a l'anormal. L'affirmation par les uns d'une norme n'a de sens que parce qu'il en existe d'autres qui la transgressent. Toute norme sociale est produite par la coopération involontaire entre ceux qui la défendent et l'imposent et ceux qui attaquent et la nient. S'il existe des droits régissant la propriété, c'est parce qu'il y a une relation sociale entre les propriétaires et les voleurs. La pratique de leurs relations sociales socialise les hétérosexuels comme les homosexuels, leur permettant ainsi de reproduire la norme sexuelle. Ainsi, le premier apprend à être fier de sa normalité et à en reproduire dans sa démarche les signes distinctifs. Il apprend à reconnaître l'homosexuel, à se moquer de lui, à le mépriser, à faire pression sur lui, à le réprimer. Celui-ci apprend la honte, mais aussi à se défendre et à se cacher, à s'adapter en menant une double vie, à cultiver le faux semblant, à se replier sur son monde privé, à se faire une image positive de lui-même, à profiter de sa maladie, comme le décrit si bien Goffman à propos du stigmatisé. Maladie entre guillemets, je le précise. Dans cette relation, l'homosexuel est opprimé et il subit des sanctions qui, selon les sociétés et les époques, peuvent aller du simple colibé à de multiples conflits individuels avec les détenteurs de la norme. Parfois, et c'est ce qui nous intéresse ici, la protestation se répand parmi les opprimés qui la considèrent comme la réaction la plus profitable. La relation sociale à laquelle nous avons affaire ici se déroule dans un cadre institué complexe. L'homosexuel rencontre l'hétérosexuel dans la famille, à l'école, dans son milieu de travail, dans son village ou son quartier, à l'armée, dans ses loisirs. Ce cadre à facettes multiples forme le système d'interaction dans lequel se déroule et se concrétise la relation, qui est la source de son insatisfaction. B. Les réactions individuelles au mécontentement. Comme tout individu mécontent, l'homosexuel peut réagir selon 4 manières considérées ici. Les 4 manières considérées ici. Les distinguer n'est pas toujours chose facile. Voici ma tentative. La loyauté consiste dans ce cas à reconnaître la légitimité de la norme hétérosexuelle et dès lors à vivre l'homosexualité comme une déviance. Une perversion, un péché, une maladie que l'on soigne ou que l'on s'efforce de refouler. Dans son effort conformiste, l'homosexuel assume l'image de lui-même que l'hétérosexuel lui renvoie, et surtout, il se soumet aux soins qu'il, le psychiatre, le médecin, le prêtre, lui destine. Le rapport Kinsey nous révèle que si 50% des hommes américains ne sont pas exclusivement hétérosexuels, seulement 4% d'entre eux sont exclusivement homosexuels. Combien, parmi les 46% restants, ont renoncé partiellement ou totalement à l'homosexualité à cause de la pression sociale? La conduite inverse, la défection, consiste à fuir la relation avec les hétérosexuels et à pratiquer l'homosexualité dans la clandestinité du ghetto. L'homosexuel mène une double vie, faite de faux semblants, en s'efforçant d'échapper au contrôle social. La protestation est bien entendu une transgression ouverte de la norme, l'homosexuel affirme son droit à la différence et dès lors assume les nombreux conflits avec les hétérosexuels. Des degrés de protestation doivent être distincts du simple provocateur individuel qui ne se cache pas, mais ne cherche pas non plus à faire reconnaître la légitimité de sa pratique jusqu'à l'homosexuel militant d'un mouvement d'action collective. Enfin, l'apathie, qui est sans doute la conduite la plus répandue, est la pratique honteuse d'une homosexualité à la fois stigmatisée et à demi tolérée, tant qu'elle ne devient pas trop visible par le milieu ambiant.
Ici, l'homosexuel ne se soigne pas, ne refoule pas sa sexualité, ne fuit pas dans un ghetto, ne provoque pas et ne revendique rien. Il accepte sa marginalité, avec ses avantages et ses inconvénients. Il est évident que de nombreuses combinaisons entre ces quatre réactions peuvent se présenter et qu'un individu donné peut passer de l'une à l'autre, selon les modalités de la relation sociale qu'il pratique avec les hétérosexuels dans le système d'interaction où il les rencontre. Son intérêt peut être tantôt de se cacher, tantôt de s'afficher, tantôt de reconnaître la norme, tantôt de la nier. En outre, parmi la catégorie sociale des homosexuels, l'apathie, la loyauté et la défection sont sans doute de très loin les réactions les plus répandues. Ce qui nous intéresse ici est justement de comprendre quand, comment et pourquoi les individus jusqu'à la apathique, loyaux ou refoulés en viennent à un moment et dans un lieu donné à grossir les rangs de ceux qui protestent, individuellement ou collectivement. Petit c, les faits. Ce passage d'une distribution des réactions à l'autre s'est produit en France. Entre 1976 et 1981, voici quelques faits importants qui étayent cette affirmation. 1954, fondation par André Baudry du club Arcadie, qui atteint son apogée vers 1976 avec environ 30 000 adhérents, et édition en 82. Il représentait l'aile modérée de ce qui sera le mouvement homosexuel dans la période qui nous intéresse. Affirmant la spécificité et la dignité des homosexuels, il prétendait obtenir la reconnaissance sociale par le dialogue avec le pouvoir, et avec la police et avec l'église. Seul l'homosexuel bon chic bon genre se reconnaissait dans l'action de ce groupe élitiste. Les autres se taisaient, toute expression plus radicale était balayée par la répression, comme ce fut le cas pour la revue Futur, qui naquit en 1952 et fut interdite définitivement en 1955. 1968, en marge et dans l'ombre, du mouvement étudiant, création du comité pédérastique révolutionnaire qui disparaît quelques mois plus tard. 1971, en rupture avec l'élitisme arcadien, s'allume le phare, Front homosexuel d'action révolutionnaire. Subversif, provocateur, violent, refusant tout dialogue, ce groupe dénonce l'hétéroflic et le fliquiatre. Il cherche des alliés dans les partis de l'extrême gauche avec lesquels il ne fait pas toujours bon ménage, se divise et disparaît en 1973. 1974, création du GLH, groupe de libération homosexuelle, puis du GLHPQ, item mais politique et quotidien. Ces groupes poursuivent l'action du phare, bien que de manière plus modérée, cherchant des appuis politiques plus stables, mais toujours dans l'extrême gauche. Leur principale réussite est d'avoir gagné la sympathie des médias et opéré ainsi une percée dans l'opinion publique. 1978, de plus en plus, les homosexuels se risquent à s'exprimer publiquement. Une semaine d'animation organisée à Paris, au cinéma, la Pagode est brutalement interrompue par un commando d'extrême droite, armé de barres de fer qui rosse les participants sous le regard impassible de la police. Cet événement fait prendre conscience des limites que le milieu social impose au mouvement. L'ouverture n'est pas aussi grande que les dirigeants l'avaient imaginé. 1979, création du QR, Comité d'urgence anti-répression homosexuelle. Ce groupe de protection devient rapidement un groupe de pression. Il se fixe des revendications claires, se donne des alliés efficaces en négociant avec la gauche sociale et communiste, à qui il promet les voix des homosexuels aux élections de 81. Il dispose de moyens de communication efficaces, de revues tirant environ 40 000 exemplaires, et une bonne crédibilité parmi les bases du mouvement. 1980, le 4 avril, à l'appel du QR, une grande manifestation réunit environ 10 000 homosexuels dans les rues de Paris. 80, les sources dont nous disposons affirment qu'au retour des élections présidentielles, 75% des homosexuels... Les sources dont nous disposons affirment qu'au second tour des élections présidentielles, 75% des homosexuels, suivant la consigne du QR, auraient voté pour le candidat de gauche. 1982, avant même que le nouveau gouvernement ne tienne ses promesses en donnant satisfaction à sa principale revendication, la modification du code pénal, on observe un reflux du mouvement, le QR se divise, Arcadie se dissout, ce reflux semble s'être poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Ces faits identiques
indique clairement un flux de la réaction Voice parmi la catégorie sociale des homosexuels français de sexe masculin dans les années 70. La protestation individuelle se développe et elle débouche sur la formation et le renforcement d'un acteur collectif. Les dirigeants et des dirigeants et des bases sociales se rencontrent, s'expriment, se donnent des organisations qui défendent leurs intérêts et forgent progressivement leur solidarité. Ils s'engagent avec succès dans les conflits contre des adversaires clairement désignés avec des alliés efficaces au nom de revendications réalistes. Une tentative d'explication. Pour expliquer le flux, une tentative d'explication. Pour expliquer le flux de la protestation, des homosexuels, nous devons nous demander quelles modifications ont affecté leurs relations avec les hétérosexuels, qui ont rendu la protestation individuelle et collective plus avantageuse, plus gratifiante que l'apathie, la loyauté ou la défection. Afin de présenter notre explication d'une manière claire, nous suivrons un schéma proposé par R. Boudon. Dans ce schéma, on a l'environnement qui mène au système d'interaction, qui mène aux sorties. On a le contexte ambiant, culturel, économique, politique de la relation considérée, qui constitue l'environnement. Ce contexte va vers les hétéros et homosexuels. Les relations sociales entre les dirigeants de base, entre les hétérosexuels et homosexuels, et les dirigeants et bases des organisations homosexuelles, ce qui mène à une loyauté, défection ou apathie, protestation individuelle ou collective. Examinons tout d'abord les modifications survenues dans l'environnement du système d'interaction qui nous intéresse. Dans le contexte culturel, on observe en France, à partir des années 50, une augmentation sensible de la permissivité dans le domaine de la sexualité, principalement chez les jeunes de moins de 30 ans, instruits, urbains et non catholiques. Ces faits sont établis par diverses enquêtes. Cette évolution des mœurs sexuelles a certainement été accélérée par plusieurs événements, parmi lesquels il faut mentionner les progrès en matière de contraception. Mais il y a aussi l'idéologie du mouvement de mai 1968 et le développement du mouvement féministe et l'influence des idées nord-américaines en général, du mouvement hippie et du Gay Liberation Front en particulier. La diffusion en France du fameux rapport Kinsey avait déjà contribué elle aussi à ce changement des mentalités, ne serait-ce qu'en soulignant l'importance quantitative des pratiques homosexuelles. Sans aller jusqu'à dire qu'il s'agirait d'une cause de cette évolution, il convient de souligner aussi l'importance des facteurs économiques dans ces sociétés de loisirs et de consommation, le sexe, le spectacle, au cinéma et à la télévision, dans les revues, dans la rue, devient de plus en plus un objet de commerce. En outre, le flux que nous cherchons à expliquer se situe dans une conjoncture politique bien précise. Les élections législatives de 1978 et surtout les présidentielles de 81, les dirigeants du mouvement ont su profiter intelligemment de cette conjoncture en adoptant une stratégie de groupe de pression à l'instar du Gay Liberation Front américain, après s'être appuyés sur l'extrême gauche qui leur avait ouvert les portes des masses médias. Ils ont su s'allier à la gauche modérée qui montait au pouvoir. Ces modifications de l'environnement transformèrent peu à peu les relations sociales entre les hétérosexuels et les homosexuels. En effet, toutes ces conditions contribuent d'une part à affaiblir la légitimité et le pouvoir coercitif des normes en matière de sexualité, et partant l'autorité de ceux qui sont censés les faire respecter, et d'autre part à créer une occasion favorable. On assiste alors à une activation des relations de mobilisation sociale entre les dirigeants et les bases des organisations qui prétendent exprimer, représenter et défendre les intérêts des homosexuels et conduire leur mouvement à ses fins. La mobilisation spontanée d'une fraction des bases, le phare, met en question les dirigeants trop modérés d'Arcadie et produit de nouveaux leaders et militants qui mobilisent plus encore, attirent l'attention des médias, cherchent des appuis, d'abord au MLF et dans l'extrême gauche, puis avec le QR dans la gauche modérée. On comprend aisément que toute cette évolution a eu pour effet de rendre la protestation individuelle moins coûteuse et plus gratifiante, en même temps qu'elle rendait la loyauté plus difficile, la défection moins nécessaire et l'apathie moins opportune.
Des individus de plus en plus nombreux, même si par rapport à l'ensemble de la catégorie sociale concernée, il n'en demeure pas moins une petite minorité, rejoignent alors les rangs des protestataires, engendrant ainsi le flux du mouvement. Ce flux atteint son maximum en avril et en mai 81 lorsque le QR parvient à rassembler 10 000 manifestants à Paris et à discipliner le vote d'une majorité d'homosexuels. À son tour, le flux du mouvement exerce une rétroaction sur ses propres conditions d'existence, en réduisant les risques et en augmentant les gratifications de la protestation. L'action collective incite les hésitants à participer au mouvement. Cependant, la mobilisation des homosexuels provoque des réactions répressives chez les hétérosexuels. Les événements au cinéma de la Pagode par exemple, mais le plus souvent quand elle reste modérée ou erratique, la répression du mouvement en flux le consolide plutôt qu'elle ne le décourage. La répression d'un mouvement en flux le consolide plutôt qu'elle ne le décourage. Une fois que l'espoir est né d'échapper à l'oppression, il devient dangereux d'essayer de l'étouffer. De même, le mouvement rétroagit sur l'environnement de son propre système d'interaction, en s'imposant à l'opinion publique par la presse et la télévision, en se donnant, pour allier, des partis politiques de premier plan. Il contribue à augmenter la permissivité en matière de sexualité. Par contre, en contribuant à porter au pouvoir ceux qui vont satisfaire ces revendications et réduire ainsi l'oppression, au moins pour quelque temps, le mouvement prépare son propre reflux. Concluons. J'ai essayé de montrer dans ce texte qu'il serait plus intéressant de distinguer 4 et non 3 réactions individuelles typiques du mécontentement et que le choix par un individu quelconque d'une de ces réactions de préférence aux autres dépend des modalités des relations sociales qu'il pratique. Dans le système d'interaction où il est engagé, je voudrais revenir brièvement sur la question de la fécondité du paradigme utilitariste qui a présidé à cette réflexion. Pour ce faire, je décompose comme suit le raisonnement de ce paradigme suppose être celui de l'individu. Il ressent une insatisfaction, les gains qu'il retire de sa participation au système d'interaction lui paraissent plus faibles et les coûts plus importants que dans le passé. Il identifie une source de son insatisfaction, son partenaire dans la coopération ne répond plus à ses attentes, les modalités du contrôle social ne sont plus celles qu'il espérait. Il cherche à rétablir une balance gain-coût qui lui soit plus favorable et pour cela envisage l'efficacité relative. Il compare les gains et les coûts escomptés, les 4 réactions typiques examinées ici. Il choisit celle qui lui paraît devoir être la plus efficace. Ce faisant, il se conduit de manière rationnelle. Zweck rationnel, comme dit Weber, comme dit Marc Weber. Ces 4 propositions font intervenir des attentes, des évaluations et des projections. L'individu s'attendait à telle balance gain-coût qu'il trouvait ou aurait trouvé normal, acceptable, juste, et voici qu'il évalue qu'il estime qu'elle a changé. Il projette une évaluation des gains et des coûts, des réactions susceptibles, et arrête de rétablir cette balance. Formellement, le raisonnement est irréprochable. C'est bien ainsi que les choses se passent. Mais ce paradigme de la rationalité individuelle peut-il expliquer ses attentes, ses évaluations et ses projections? Pourquoi l'individu s'attend-il à tel effet de la relation sociale et le valorise-t-il comme un gain ou comme un coût? Pourquoi attache-t-il tant aussi peu d'importance à tel gain ou tel coût? D'où vient l'idée qu'il se fait de la source de son insatisfaction, et l'idée qu'il a des effets probables de ses réactions? Bref, que met-il au juste sur les 2 plateaux de sa balance? Et quel poids accorde-t-il à chacun de ces éléments? Comment ces poids varient-ils dans le temps? Je pense que l'individu, en effet, sait bien quel est son intérêt, mais il me paraît certain que le paradigme utilitariste ne peut expliquer d'où vient l'idée qu'il s'en fait. On constate que M. X s'attend à ce que ces initiatives soient prises en considération par la direction de son organisation, que Mme Y s'attend à ce que son mari lui soit fidèle, que l'homosexuel, dans la conjoncture de la décennie 70, croit pouvoir améliorer son sort en protestant, etc. Mais on ne peut expliquer pourquoi il en est ainsi qu'en recourant à d'autres paradigmes de la sociologie. Et voici pour l'article de Guy Bajoua. Exit Voice Loyalty and Apathy, les réactions individuelles au mécontentement.